Bonjour à tous. Alors aujourd'hui l'idée c'est de vous présenter l'expérience utilisateur dans un contexte interculturel et multiculturel. Donc quand on conçoit une expérience utilisateur, on prend en compte les codes, les spécificités culturelles. Elles peuvent être internes au propre pays, on le verra tout à l'heure dans certains exemples, et elles peuvent être internationales, donc entre différents continents, différentes cultures, et on prend en compte beaucoup d'aspects. On le verra encore une fois tout à l'heure. L'objet de la conférence, c'est d'échanger, donc je compte sur vous pour participer, poser des questions. Je vais vous poser un cadre théorique, vous raconter des expériences qu'on a vécues, et ensuite répondre à vos questions, en tous les cas, partir sur un échange. Ça vous va? Alors, je me présente très brièvement, donc Redloun ici, je suis responsable du pôle UX Innovation chez CGI. Certains connaissent CGI ou pas? Non? Bon. CGI, c'est une boîte de conseil en informatique. On est basé à la Défense et qui travaille dans un contexte international parce qu'elle est implantée dans 40 pays et qui fait à peu près 70 000 personnes dans le monde. Et je suis également psychologue. C'est une activité qui est en plus, mais qui m'aide beaucoup dans mon quotidien, que ce soit dans le recueil des besoins, dans la recherche utilisateur, dans le management des équipes. C'est vraiment voilà, une carte en plus qui est vraiment intéressante, et dans la méthodologie, et dans la compréhension des utilisateurs. Alors, j'ai renommé un peu la problématique, c'est le poids du contexte culturel et multiculturel dans la conception de solutions centrées utilisateurs. Quand on parle de poids, c'est qu'il y a une vraie influence. Il y a un contexte culturel et on verra qu'il peut revêtir plusieurs aspects. Il peut être religieux, il peut être traditionnel, il peut être niveau technophilie, il peut être tribal, il peut être sociétal. Il y a vraiment beaucoup d'aspects, beaucoup d'influenceurs qui vont vous driver dans votre conception. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, à l'intérieur d'un même pays, on le verra. Ça peut être à travers différents pays, ça peut être à travers différents continents, mais il y a vraiment un vrai poids à ne pas négliger. Sinon on est à côté de la plaque. L'objectif, c'est de comprendre que l'utilisateur passe par une prise en compte de ses codes, comprendre l'utilisateur passe par une prise en compte de ses codes, ses caractéristiques et ses spécificités, tant sur le plan culturel, générationnel, et on le verra tout à l'heure, avec les générations hyper technophiles, les générations smartphones aujourd'hui, il y a une vraie différence avec les générations de nos parents ou des personnes un peu plus âgées. Il y a des spécificités générationnelles, géographiques, on le disait tout à l'heure, ça peut être à l'échelle du même pays ou à l'échelle mondiale, religieux, etc. Donc on verra aussi tout à l'heure en quoi l'impact religieux peut être important. Ce talk pro propose d'aborder donc à travers un éclairage pluridisciplinaire et pragmatique les meilleures pratiques pour réussir une UX qui marche dans un contexte multiculturel. Et ensuite, on finira par des retours d'expérience et des questions. C'est important de parler un petit peu de quelques éléments de langage. Donc, qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce qu'un groupe d'individus? Donc, un groupe d'individus, c'est un ensemble formant une unité sociale, durable, caractérisée par des valeurs communes, et on le verra tout à l'heure en quoi ces valeurs communes elles sont importantes, des liens plus ou moins intenses, une situation sociale identique, donc il y a des invariants entre ces individus-là, des activités communes, une conscience d'appartenir à ce groupe par la reconnaissance par d'autres groupes. La notion de conscience d'appartenir à ce groupe est importante aussi parce que pour appartenir à un groupe, on va partager des codes, on va partager des valeurs. Et c'est à travers cette conscience collective qu'on va avoir des spécificités internes au groupe. On parle de groupes primaires et secondaires, donc ça c'est du point de vue de la sociologie, parce qu'on s'inspire de la sociologie au même titre que la psychologie quand on travaille auprès d'utilisateurs et encore plus quand on travaille auprès de groupes. Alors, les groupes primaires sont ceux de groupes sociaux de taille restreinte, avec des relations de face à face, directes, entre personnes qui se connaissent. Les groupes secondaires sont de plus grande taille, avec des relations de nature plus fonctionnelle. Donc on est déjà au niveau de la société, entre les personnes du groupe, qui peuvent d'ailleurs ne pas se connaître. Voilà. On est une société, on a des interactions fonctionnelles, mais on ne se connaît pas personnellement, et on n'a pas d'interaction de face à face. Alors, on a quand même des critères objectifs qui peuvent déterminer l'appartenance à un groupe social. Il y a la profession,
pour le groupe socio-professionnel d'appartenance, l'âge, la génération, donc génération 68 à l'époque, maintenant on a génération Y, etc. Donc on a des critères d'appartenance. Cela peut être aussi le style de vie, le mode de vie, type de consommation notamment, ou les modes vestimentaires ou culturels. Donc on a par exemple les véganes, les végétariens, on a les punks, on a ceux qui veulent s'habiller old school. Donc on a les gothiques aussi, les rastas ou la haute bourgeoisie. Donc c'est des codes qui font en sorte qu'on intervienne et qu'on a le sentiment d'appartenance à un groupe. Pendant longtemps, il y a eu un débat sur les quartiers et on disait tiens, les gens de quartier s'habillent en basket, en survêt dans les chaussettes ou pantalon dans les chaussettes. Alors c'est pas simplement un effet de style ou un effet de mode, c'est parce que c'est un code dans lequel eux se reconnaissent et ils ont le sentiment d'appartenir à un groupe. Du coup, naturellement, le code vestimentaire s'est imposé à ces groupes dans les quartiers et c'est pour ça qu'ils sont tous habillés de manière à peu près, plus à l'époque, maintenant ils sont un peu plus fashion, mais en tous les cas, c'est pour ça qu'ils sont habillés de manière assez similaire, donc les baskets, la casquette et le pantalon. C'est des codes vestimentaires pour qu'ils aient ce sentiment d'appartenance à un groupe. Et l'appartenance à un groupe, c'est quelque chose d'extrêmement important, et il faut vraiment le noter. Je vais vous donner un exemple. Pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'orphelinats, et donc beaucoup d'enfants dans les orphelinats. Et on a constaté une sorte de dépression chez les nourrissons, qu'on appelait l'hospitalisme, et c'est une dépression qui est mortelle. C'est-à-dire que les nounous, il y avait tellement de bébés orphelins, qu'elles avaient juste le temps de les nourrir et de les soigner. Il n'y avait pas d'affection, il n'y avait pas de lien social. Du coup, le bébé se laissait dépérir et mourait. Donc on avait un taux de mortalité dans les orphelinats, alors que les enfants, ils avaient des soins physiques et ils étaient nourris. Donc ça explique vraiment et ça montre à quel point l'individu est un être social et c'est vital. Donc croire qu'un individu n'appartient qu'à un seul groupe d'appartenance, c'est pas vrai, et on le verra à travers notre exemple, et vous ici aujourd'hui. Il peut appartenir à plusieurs groupes. Alors le premier groupe d'appartenance qui est le vôtre, c'est votre famille. Ensuite, c'est l'école. En parallèle, il y a le genre, groupe masculin ou féminin. Ensuite, il va y avoir l'âge, jeune, adulte ou vieux. Il y a le groupe socio-professionnel. Donc on appartient à plusieurs groupes, et vous-même, vous appartenez à plusieurs groupes. Donc on parle d'endogroupes pour vos groupes d'appartenance et d'exogroupes pour les groupes qui ne sont pas nos groupes d'appartenance. Alors, il y a quelques éléments de langage, notamment sur la socio et la culture. Donc les différences entre les personnes vont au-delà des différences linguistiques. Elles touchent les multiples dimensions de la nature humaine, des relations sociales, des rapports avec la nature, des activités, du temps et de l'espace. Donc c'est important. Ces dimensions font partie de la culture intrinsèque des personnes. Je vous ai mis quelques auteurs qui ont travaillé sur ces notions-là d'interculturel et de dimension culturelle. Donc il y a Adler, il y a Hofstede en 80 qui a fait une étude extrêmement intéressante, on la balayera rapidement, mais sur l'interculturel et la notion de groupe. Hofstede, il parle du degré avec lequel les individus qui ont moins de pouvoir acceptent des distributions inéquitables du pouvoir. Le degré 1, c'est l'individu met en évidence le noyau familial par rapport à la société comme un tout. Le degré où les rôles masculins traditionnels d'asservité et de compétition sont mis en évidence. Le degré où la société adopte ou non un dévouement envers un compromis à long terme des valeurs traditionnelles. Donc on verra qu'il y a des sociétés qui sont encore avec un niveau de masculinité qui est très fort. On le verra à travers des exemples. Et ça va impacter directement votre conception d'expérience utilisateur, qu'elle soit d'un point de vue wording, communication, marketing, ou encore une fois visuel. Donc le design, le graphisme, ça va être important pour vous. Une rapide définition de Gretz, la culture est un réseau de construction d'éléments significatifs qui émergent à travers l'interaction des individus entre eux et leur environnement. Donc il y a une notion d'individu-environnement qui va être importante, les individus entre eux et l'individu par rapport à son environnement. Et encore une fois, on verra que l'environnement a un impact important dans nos métiers de tous les jours. Et juste dernière phrase, hein, la culture est essentiellement sémiotique parce qu'elle est transmise à travers des signes. Et ces signes-là, c'est vous qui allez les traduire dans la conception, dans vos solutions et dans les expériences que vous allez mettre en place.
Alors, les spécialistes de l'interface, tels que Nielsen pour Rousseau, Fernandez, Delgado et encore Nielsen en 1996, ont suggéré que tout projet d'interface soit initié de façon à s'accorder avec les utilisateurs. Donc on doit s'accorder avec les utilisateurs et on doit connaître les utilisateurs. C'est important et ça c'est l'essence même de la démarche. D'ailleurs, après ce point-là, je vous poserai une petite question. Donc on prend en compte l'âge, le sexe, les capacités physiques, l'éducation, le bagage culturel et ou ethnique, la motivation, les buts et la personnalité. Mais avant de développer un peu plus, pour comprendre un petit peu vos métiers, qui travaille dans l'UX ici ou dans l'ergonomie? Vous? Qui d'autre? En UX, ok. Les autres, c'est quoi? C'est design? Qui bosse dans le design ou fait une formation dans le design? Ok. Et le dev? D'accord. En tous les cas, vous êtes plus ou moins concernés quand même majoritairement hein, par ces thèmes-là. Je vous rassure, hein, y a d'autres mots qui sont nés. On parle de culturabilité. Donc la culturabilité, c'est quoi? C'est un néologisme, hein, clairement. Il faut connaître et comprendre le comportement des utilisateurs, leurs préférences dans les interactions, ainsi que les nuances variées dans leur culture. Alors c'est un peu flou comme définition, mais par exemple, une interface avec beaucoup de pictos, de symboles, dans un contexte asiatique, sera plus performante et efficace qu'aux États-Unis ou en Europe. Parce qu'ils ont déjà une langue qui est très sémiotique, et du coup, ils ont plus de facilité, plus de plasticité cérébrale pour comprendre et être plus efficaces dans ces interfaces-là. Donc c'est des aspects déterminants dans l'interaction avec l'interface. Toute gamme d'éléments culturels doit être considérée par le concepteur d'interface, tels que les textes, les formats, le nombre, le temps, date et heure. Les images, les symboles, les couleurs, le flux d'informations. Alors, c'est important quand on parle de flux d'informations parce que si on conçoit une interface en français et qu'on nous demande de la traduire en néerlandais, ça va impacter votre interface parce que de base, le néerlandais a des mots beaucoup plus longs. Donc votre architecture de l'info va être modifiée. La taille de police devra être modifiée parce que ça désorganise la page si on ne prend pas en compte ne serait-ce que ces spécificités-là sur le format et le flux de texte. L'ordre de présentation, on le voit, hein, il y a des écritures qui se font de gauche à droite, de droite à gauche, donc il y a forcément des choses qui impactent. Les fonctionnalités aussi. Alors là, on est passé sur je suis passé assez rapidement sur une couche un peu théorique, un peu revue de littérature sur ces définitions-là, sur ces notions de culturabilité, de groupe, de culture aussi. C'est important parce qu'on a besoin de bases pour définir notre métier, pour avoir de la légitimité. Et finalement, c'est pas du bon sens. C'est vraiment basé sur une vraie réalité, c'est basé sur des vrais travaux, des vraies études. Aujourd'hui, on ne conçoit pas parce qu'on pense que. On conçoit parce qu'on sait que, on a vérifié que, et on a testé. Donc c'est important d'avoir ces trois étapes-là. On va chercher l'info, on comprend l'utilisateur, on conçoit avec eux, ou en tout cas avec les parties prenantes, et ensuite on teste. Parce qu'on ne peut pas avoir juste du premier coup. Donc le fait de tester, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on va y arriver. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Bon, de toute manière, on arrive avec un exemple plus concret. Alors, il y a 3-4 ans, un grand opérateur de la téléphonie nous a demandé une étude de réaliser un guide de conception pour concevoir des interfaces en langue arabe. Parce que ce qui se passait, ce qui se passe aussi depuis un certain temps, c'est qu'on prenait l'interface en langue française, on la traduisait en arabe, donc il y avait un effet miroir, et on pensait que c'était suffisant. Mais on s'est rendu compte que le marché arabophone dans le monde de la téléphonie, dans le monde de la consommation, il y avait un vrai business et un vrai enjeu. Donc forcément, il faut être plus... et c'est concurrentiel. Donc on s'est dit, il faut qu'on mette en place une vraie étude pour comprendre des utilisateurs, mettre en place les bonnes pratiques et que nos concepteurs, qui sont francophones et pas arabophones,
puissent concevoir des interfaces en langue arabe pertinentes et qui leur parlent à eux et qui tiennent compte de leurs spécificités, celles qu'on a vues dans la culture, dans le groupe précédemment. Donc, la langue arabe, elle a quoi comme spécificité? Donc, il y a le sens de lecture-écriture, ça, je ne vous l'apprends pas. Il y a l'architecture de l'information, la navigation, ce que vous allez voir dans certains exemples, qu'on ne fait pas qu'inverser, on n'inverse pas, c'est pas automatique. Il y a des choses qu'on n'inverse pas, graphiquement. La richesse de la langue arabe, aujourd'hui, la langue arabe, c'est une langue qui est très, 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 très riche. Quand je vous dis à quel point elle est riche, il faut savoir qu'avant, dans les années 500-600, un peuple qui ne parlait pas arabe était qualifié d'analphabète, parce que les langues étaient tellement pauvres comparativement à la langue arabe qu'on les considérait comme étant analphabètes. D'ailleurs, les plus grands rois, c'est ceux qui avaient les meilleurs poètes, les meilleurs proseurs, c'est ceux qui avaient les plus belles proses. En fait, les rois et les dirigeants s'affrontaient à travers des proses et des poèmes qui soit dénigraient l'autre, soit mettaient en avant les rois en place. La police et la taille d'écriture, là on verra et ça vous parlera, je pense, cet impact-là. L'impact de la culture arabe, donc couleur, image, icône. Il faut savoir que le contexte d'étude et le périmètre pour lequel nous a demandé de travailler, c'est important et on verra pourquoi, c'était Maroc, Égypte, Tunisie, Iran et Jordanie. Donc 3 pays du Maghreb, encore que l'Égypte c'est pas tout à fait le Maghreb, et puis 2 pays du Moyen-Orient. Donc on verra en quoi c'est pertinent. On verra quelques bons et mauvais exemples d'application et ensuite quelques annexes. Juste pour vous donner aussi un retour d'expérience, en tout cas une réalité, c'est pas moi qui ai réalisé l'étude. Moi j'ai piloté l'étude, j'ai donné les axes de travail, c'est pas moi qui l'ai réalisé. C'est une consultante de mon équipe qui est franco-française, hein, elle n'est pas arabophone, qui a réalisé l'étude. Donc ça montre que c'est à votre portée, à partir du moment où vous avez la démarche qui va bien, et vous avez la patience aussi de vous coltiner des études et des thèses sur le sujet. Alors, le sens de lecture-écriture, donc ils s'écrivent de droite à gauche, hein, on le voit bien, donc c'est ce sens-là. Qu'il soit composé de chiffres arabes ou écrit en langue arabe, ancien chiffre arabe. Donc, les pays du Maghreb, Maroc et Tunisie utilisent uniquement les chiffres arabes. Les pays du Moyen-Orient, Égypte et Jordanie utilisent les 2 écritures. Donc là, on a les chiffres. C'est compliqué, mais on parle de chiffres arabes. Et ici, on a les chiffres arabes au sens où moi je l'entends. Donc là, si vous le voulez bien, pour le site du talk, on va parler de chiffres romains ici, et on va parler de chiffres arabes ici. Parce qu'il faut savoir que, juste pour l'anecdote, les chiffres arabes ne sont pas des vrais chiffres arabes. Alors, je m'explique, c'est qu'au moment de l'expansion de l'empire arabo-musulman, dans les années 700-800 jusqu'en 1200, ce qui se passait, c'est que la science et l'expansion de la science arabe était énorme. Et tous les travaux qui étaient trouvés étaient traduits en arabe et diffusés en arabe. Donc les pays qui n'étaient pas arabes et qui recevaient les études pensaient que c'était des trouvailles et des études arabes. Mais non, c'était parfois que traduit. Et ces chiffres-là qu'on appelle chiffres arabes, ce sont des chiffres indiens à la base. Et c'est les Indiens qui ont inventé ces chiffres-là. Donc c'est important finalement, je devrais parler de chiffres indiens ici et de chiffres arabes ici. Voilà. Donc il faut savoir que donc, on a une lecture qui se fait de droite à gauche, mais les chiffres ne sont pas toujours inversés. C'est-à-dire que là, quand on va lire en arabe, on ne va pas lire 0,1, on va lire 10. C'est-à-dire que les chiffres, finalement romains, nos chiffres à nous, peuvent être lus de gauche à droite, mais l'écriture se fait de droite à gauche. Donc il y a une sorte de plasticité ou de gymnastique qui est automatique, et ils n'ont pas besoin de bugger ou de switcher rapidement. Là, ils savent très très vite que c'est un 10 et pas un 0,1. Ça, c'est plus valable pour les pays du Maghreb, simplement parce qu'on était sous la colonie française. Donc il y a une proximité avec la culture française qui fait qu'on est plutôt à l'aise avec le français. Donc, le comportement de lecture ou scan d'une page web des utilisateurs arabes est identique à celui des utilisateurs non arabes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait,
si on faisait une étude d'eye tracking pour savoir là où le regard et l'œil humain se portent, ben, on verrait qu'on est dans un F inversé. Vous connaissez ce F là, de scan de page? Bah, en français, on est plutôt sur un F dans le bon sens, et en arabe, c'est un F qui est inversé. Alors, je vais nuancer un tout petit peu ce propos-là, parce qu'avant l'avènement du design, du matériel design, de ce qu'on a aujourd'hui depuis finalement 2007-2008, on avait des pages web qui étaient assez identiques, assez aseptisées, assez denses en texte. Donc ce modèle-là, ce schéma de lecture en F, était assez vrai. Maintenant, un bon designer vous dira qu'on est capable d'attirer le regard là où on veut. Et donc si j'ai envie d'attirer le regard ici, et faire en sorte que mon utilisateur regarde ici avant ici, bah, je peux le faire. Donc aujourd'hui, ce modèle est à nuancer. L'architecture de l'info. Donc, les interfaces conçues en langue arabe suivent les principes occidentaux. Seule la direction est inversée afin de préserver le sens de lecture de droite à gauche. Donc là, on voit contenu principal, le header, le méga menu, et puis le slide. Et puis là, c'est right to left ou left to right. Donc ça, c'est des gabarits, hein, on voit. Donc classiquement, et dans la globalité, il n'y a pas de révolution. On est dans une inversion. En miroir, ça marche. Mais ce n'est pas automatique. Là, il me semble que c'est Facebook. Non, c'est une fiche contact, pardon. C'est une fiche contact d'un téléphone. On voit en langue arabe, en langue latine, j'ai envie de dire. Donc là, on a inversé les pictos, clairement. Et puis bah, finalement, on va mettre le texte classiquement. Donc là, ça marche plutôt bien, c'est assez simple. L'architecture de l'information et de navigation. Donc l'inversement de l'architecture de l'information et de navigation impacte de la même manière le sens des interactions. Quand nous, on a fait un premier audit des applications sorties par cet opérateur-là, ce qui se passait, c'est qu'on avait un burger menu ici, on cliquait ici, et l'interaction, elle se passait là. Donc il y avait déjà des décalages dans le sens d'interaction. C'est-à-dire que quand on met en place cette réflexion, l'architecture d'information et de navigation, on va jusqu'au bout. Et même dans les micro-interactions, eh ben, on doit respecter cette inversion. Donc on avait déjà des premiers bugs, des premiers couacs dans les interactions. On y vient à la richesse de la langue arabe et on verra pourquoi la langue arabe est importante hein, dans notre contexte à nous. Les textes doivent être rédigés par des arabophones. Aujourd'hui, si vous voulez traduire une interface en langue arabe, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être compliqué parce que bah, les mots sont riches, parce que le rapport aux mots n'est pas le même. Et on verra, on a un exemple hein, sur cette phrase-là, là-bas. Donc la langue est complexe. Les lettres changent de forme en fonction de leur position dans le mot. On le verra tout à l'heure. Voilà, on le voit. Hein. La graphie des lettres est différente selon que les lettres se trouvent en début, en milieu ou en fin de mot, ou de manière isolée. Et les voyelles sont de 4 types. Donc, avec tout ça, ben, on a la certitude qu'il faut que les textes soient faits et rédigés par des arabophones. On a un exemple ici qui dit « J'ai vu une fille comme la lune ». Je pense qu'en Europe, si on dit « J'ai vu une fille comme la lune », vous allez comprendre que j'ai vu une fille qui était assez grosse. Ce qui n'est pas le cas dans le monde arabe. La lune étant très lumineuse le soir et quasi hypnotisante, quand on dit j'ai vu une fille comme la lune, bah c'est que j'ai vu une fille qui était très très belle et qui était hypnotisante. Voilà, donc on dépasse le sens littéral et donc c'est juste pour vous dire qu'on ne traduit pas et on prend en compte cette notion de métaphore et de culture des mots. Les lettres, donc je vous parlais tout à l'heure des lettres qui changeaient de forme dans leur position dans le mot. Alors c'est important, c'est basique, mais l'opérateur pour qui on a bossé à l'époque n'a pas pris en compte les basiques et les fondamentaux. Et parfois on a juste besoin d'un rappel de fondamentaux et de basiques pour pouvoir décomplexer la chose et bosser de manière assez facile. Donc voilà, normalement le support vous sera diffusé pour ceux qui sont inscrits, donc vous pourrez voir de manière plus détaillée ces lettres-là. Mais en tous les cas, voilà, ne serait-ce que la position dans le mot,
c'est extrêmement important. Il n'y a pas de notion d'écriture en capitale en langue arabe. Il n'y a pas cette notion de majuscule. Donc on voit d'autres lettres. Ensuite, les voyelles. Nous, on n'a pas les voyelles dans le monde arabe, ce n'est pas des voyelles au même titre que ce qu'on a nous ici, A, E, U, O, U. C'est simplement des petits signes de ponctuation. Donc un petit trait, une sorte de petit neuf, le même trait qui est en dessous, un petit rond. Et en fait, c'est l'équivalent de nos accents à nous en France. Alors que là, ce sont des petits traits, et vous allez voir en quoi ça a un impact pour vous dans votre conception. Vous arrivez à voir au fond? Pas vraiment. Bon. Le support sera diffusé, hein, je suis désolé, mais... Alors, concernant les signes de ponctuation, ces derniers sont très peu utilisés. La liaison entre deux phrases se fait en utilisant les conjonctions de coordination, telles que est ou donc. Donc finalement, on n'a pas énormément de ponctuation. Il faut noter qu'il n'existe pas de différence entre les lettres manuscrites et les lettres imprimées, et donc il n'y a pas de notion de majuscule et de minuscule, comme je viens de vous le dire. La virgule est renversée, ce qui permet de ne pas la confondre avec une lettre. C'est simplement pour des aspects pratico-pratiques. Hein. Le point-virgule est renversé, et le point d'interrogation est inversé, forcément, dû au sens de lecture. Donc, ça, ce sont la liste des mois hégiriens. Il faut savoir que les mois arabes sont basés sur des calendriers lunaires, donc c'est des mois qui sont un peu plus courts. On voit que Ramadan, c'est un mois, et c'est pas qu'une période, ou c'est pas qu'un concept religieux, c'est le nom d'un mois, hein, clairement. Donc on pourrait se dire, est-ce que moi, quand je reçois une interface, j'utilise l'appellation des mois hégiriens, ou est-ce que je garde nos mois à nous? Alors, il faut savoir que les Arabes ont deux manières de nommer le mois, donc avec le nom ou avec sa position dans l'année. Donc février 02, Safar, ce sera 02 aussi. Donc finalement, on n'est pas super éloigné. Donc pour les pays du Maghreb, ils sont à l'aise avec n'importe lequel des schémas. Et les pays plutôt du Moyen-Orient, ça va être la position du mois dans l'année qui va primer plutôt que le nom. Mais ils sont à l'aise avec les deux, et pas avec les mois français. On parlait des claviers tout à l'heure. Donc là, on a un clavier iPhone et un clavier Android. Donc on voit un peu les lettres, hein, comment elles se matérialisent. Et aujourd'hui, on arrive à avoir cette liaison-là et à compenser la forme de la lettre en fonction de sa position dans le mot. Pardon. Alors les polices d'écriture, et c'est là où on commence à rentrer dans le concret en termes de recommandations. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait quand on a eu cette étude-là? On est parti voir ce que faisait Google, les GAFA en fait, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple. On a regardé ce qu'eux préconisaient. C'est quoi les études qui ont été faites dans ces pays-là? Il faut savoir que d'un point de vue enjeu et business, c'est des pays qui sont encore en voie de développement, mais en termes de consommation de smartphones et d'usage, ils sont au même niveau que nous. C'est-à-dire qu'ils consomment énormément, ils ont beaucoup de smartphones, alors peut-être pas toujours les dernières générations, et ils peuvent avoir des fois 2-3 smartphones. Donc il y a un parc de smartphones qui est énormissime, et donc il y a une prise en compte de l'utilisateur qui est importante. Donc déjà, pour que les textes soient lisibles, il faut ajouter +1. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'en France, en l'occurrence, ou en Europe, pour être confortable par rapport à l'accessibilité numérique, le body, on le met en 14, en langue arabe, on va mettre du 15. À mettre du 15 parce que c'est une langue qui est très aplatie, qui a des signes de ponctuation qui sont extrêmement petits et importants, qui sont déterminants parfois. Et du coup, on va rajouter une taille de police, sauf à partir de 24, où là, on est tranquille et ça ne gêne personne. Donc déjà, rajouter une taille de police, ça à prendre en compte dans vos textes et dans l'architecture de l'information. Ça, c'est un premier point et un premier niveau de recommandation. Pour la langue arabe, Google recommande ses applications d'utiliser la police Noto. Donc il existe la Noto Nashk arabique et la Noto Kufi arabique. On les voit. Hein. Sachant que celle-ci était utilisée plus tôt il y a quelques temps.
Maintenant, on se retrouve avec celle-ci qui ressemble énormément avec l'écriture manuscrite en langue arabe. Voilà, elle est plus lisible, c'est plus facile. Mais voilà, encore une fois, cet opérateur... Vous aviez une question ? Cet opérateur-là n'est pas allé voir les fondamentaux et les basiques que font les GAFA, que recommande Google, que recommande Apple, pour les polices à utiliser. Donc Apple utilise la police San Francisco pour ses applications et c'est la seule indiquée dans ses guidelines. Alors peut-être que ça a évolué depuis, mais Apple n'était pas prolifique dans ses recommandations en langue arabe. Les impacts de la culture arabe maintenant. Donc, on parlait tout à l'heure, il y a une culture commune entre le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et l'Égypte, sur certains points bien évidemment, parce que ces 4 pays possèdent majoritairement la même religion, l'islam sunnite. Donc, il faut savoir que dans ces pays-là, la frontière entre la culture et la religion est très mince. Il y a des amalgames qui se font entre la religion et la culture. Et parfois, on arrive à des désaccords très forts entre des régions d'un même pays ou 2 pays, parce qu'ils ont mélangé l'impact traditionnel et l'impact religieux. Donc il y a un amalgame qui est très fort, et ça explique parfois des dissonances entre ces pays-là. Donc les valeurs culturelles sont à peu près similaires entre ces 4 pays. Les valeurs culturelles et principes religieux se nourrissent mutuellement, donc il y a une pas dépendance, mais en tous les cas il y a une communication très forte entre les deux. Et les référentiels en termes de signifiant, signifié et de couleur sont à peu près communs. Donc il y a 4, et c'est OFCE2 qui le dit, dimensions culturelles qui ressortent dans les pays arabo-musulmans: une distance hiérarchique élevée, une masculinité, le collectivisme et un degré d'évitement de l'incertitude qui est élevé. On verra tout à l'heure ce que ça signifie. En revanche, il faut savoir que certains pays du Moyen-Orient sont majoritairement chiites. On verra en quoi ça a un impact, en tous les cas il faut le prendre en compte. Concernant les couleurs, je vais nuancer encore un petit peu parce qu'il n'y a pas d'étude consensuelle qui dit telle couleur, elle a telle connotation dans le monde arabe. Parfois il y a des divergences, donc on n'a pas trouvé de choses. Alors, l'environnement a une grande influence dans la culture arabe. Les couleurs les plus appréciées sont le bleu et le vert étant connoté comme étant la couleur de l'islam, et le bleu, c'est la tranquillité, la masculinité, sachant que le bleu, de manière globale, c'est la couleur la plus appréciée dans le monde, indépendamment du monde arabe. Le vert est également donc la couleur officielle de l'islam, la religion jouant un rôle officiel, crucial. Donc là-dessus, on n'a pas trop de débat. En plus, c'est des pays qui sont habitués au soleil, donc ils ont le ciel bleu très souvent. Ils ont la mer, c'est des pays avec souvent la mer, aussi des littoraux. Donc le bleu est très 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 représenté dans ces pays-là. Concernant les images, donc les images doivent respecter les valeurs culturelles et les principes religieux du monde arabe: masculinité, collectivisme et respect face à la hiérarchie. Donc là, on voit 2 hommes, on voit une famille. Donc on a une notion de groupe, de collectivisme qui est extrêmement importante, et une notion de masculinité, parce que là, on voit 2 hommes. Donc masculinité et groupe. Donc, il est ainsi recommandé d'utiliser des images de groupes d'hommes ou de familles plutôt que des personnes seules. D'autre part, les figures d'autorité ou leaders sont très appréciées. Par exemple, si vous allez sur le site d'une université, vous aurez la photo du doyen dans l'université. La reconnaissance d'autorité et de réussite quelque part, c'est quelque chose qu'on aime bien afficher et qui est importante. Quelques photos de femmes sont tolérées, mais celles-ci doivent porter le hijab, et il est préféré que leurs mains et le visage soient visibles. Là, je nuance encore un petit peu. Vous allez au Maghreb, vous avez des publicités, au même titre qu'en France, un peu moins dénudées, je vous l'accorde, mais en tous les cas, elles ne sont pas en burqa, elles n'ont pas les mains dénudées. Donc, ça, c'est un point aussi à nuancer. En revanche, toutes les images alcool, drogue, nudité, là, on essaye de bannir aujourd'hui. Nous, on est dans les faits un peu plus extrêmes en Europe, où on veut vendre un produit contre les mycoses et on met une femme en maillot de bain. J'exagère un petit peu, mais on n'en est pas loin. Donc, il y a une préférence pour les sites contenant des images, les sites riches visuellement. C'est un truc qui est apprécié, globalement, et coloré. Alors, les icônes.
Les icônes qui possèdent ou indiquent une direction doivent être conçues en miroir. Donc right to left, left to right, ça marche plutôt bien. Les utilisateurs, pareil. Là, on est dans une notion de miroir, il n'y a pas de souci. On est dans ce sens-là. Réglage du volume, pareil. Donc là, on est dans quelque chose qui se fait en miroir. Mais vous allez voir que votre réflexion et la finesse des recommandations, elle doit être poussée et maîtrisée. En revanche, les commandes vidéo, les indicateurs de chronologie, les notes de musique et partitions ne doivent pas être inversés. Parce que le temps, il va dans le même sens pour tout le monde et les aiguilles d'une montre tournent dans le même sens pour tout le monde. On n'a pas de pays où les montres tournent dans l'autre sens. Donc le temps, il va bien de gauche à droite. Donc on n'inverse pas les players pour cette raison-là. L'historique, on ne l'inverse pas parce qu'on est en retour dans le temps, dans le passé. Donc l'historique, c'est là-bas. Actualisé, ben, on rafraîchit. Et puis là, vous voyez une petite loupe où on n'a pas inversé. Quelqu'un peut me dire pourquoi on n'a pas inversé la loupe? Là, on n'est pas dans le temps. Donc le temps, je pense que vous avez bien compris pourquoi on n'inverse pas le timer. Mais pourquoi est-ce que la loupe, on n'a pas inversé l'icône? Ouais, exactement. Qu'on soit arabophone, qu'on soit japonais ou chinois, majoritairement, on est droitier. Donc là, c'est la prévalence de droitier qui prime. Et du coup, bah, on garde l'appréhension avec la main droite. Alors, quelques exemples, hein, parce que les longs discours, c'est bien, mais les exemples, c'est mieux. Là, on avait l'exemple de Twitter. On voit en quoi Twitter a bien marché ou pas bien marché. Donc là, c'est en arabe. Hein. On voit de l'anglais, mais parce que c'est de retweet, mais c'est en langue arabe. C'est l'interface arabe. Là. Donc, l'architecture de l'information est identique. La navigation au sens des interactions sont identiques. Non. Aucune prise en compte de la langue arabe, seuls les textes ont été traduits. Donc finalement, ils ont gardé et ils n'ont pas inversé. Il n'y a eu aucune inversion en miroir. Donc forcément, ils n'ont fait qu'un travail de traduction Twitter. Et là, bah, on a proposé des wireframes qui soient pertinents. Et en termes de recommandations, voilà ce qu'il faudrait faire. Du coup, dans l'utilisation de Twitter, dans les pays arabes, c'est plus utilisé, moins utilisé? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que c'est pas mal utilisé. Maintenant, ce qui marche énormément, je pense que c'est Twitter et Facebook. LinkedIn, je ne sais pas. J'ai pas de chiffres là-dessus. Mais en tous les cas, il y a un enjeu et je pense qu'ils ne peuvent pas se faire l'économie de traduire ou de concevoir correctement leur interface. Alors, on a Google, hein, la page de recherche Google sur mobile. Donc là, ils ont fait bonne architecture de l'info, barre de recherche OK, navigation au sens des interactions conçues, ça marche aussi, sens du texte, ça marche aussi. Apple Music, donc ça marche plutôt bien, on a tout qui est bon, hein. Architecture, navigation, sens du texte et sens des icônes. LinkedIn, icône mon réseau n'a pas été inversée. Bon, c'est un petit détail, hein, mais il n'y a que l'icône réseau qui n'a pas été inversée. LinkedIn, où là je vous donnais l'exemple, hein, donc on cliquait là et l'interaction se passait ici. Ça, c'est pas acceptable. Bon, langue de cuisine, l'actualité, football. Alors pourquoi football? Parce que l'opérateur en question voulait lancer une application de football, évidemment. Et il faut savoir que dans les pays arabes, et notamment en Égypte, le football, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc il y avait un enjeu aussi de ce point de vue-là. Quelques annexes. Ah ouais. Alors, concernant les annexes, on a OFST2. Pour ceux qui veulent creuser un petit peu cette notion d'interculturel, il a fait une étude qui est pertinente, a identifié 5 dimensions qui sont affectées par la culture. La distance hiérarchique, la masculinité versus la féminité, l'individualisme versus le collectivisme, l'évitement de l'incertitude et l'orientation à court terme versus long terme. En fait, en fonction de la culture et du pays, quand on parle d'évitement de l'incertitude, est-ce que vous devez mettre en place une interface qui propose
plusieurs choix ou bien que quelques choix. C'est-à-dire, est-ce que je laisse le choix à mon utilisateur d'avoir 4, 5, 6 possibilités, ou bien est-ce que je lui donne un choix binaire parce que culturellement, l'incertitude, c'est quelque chose qu'il cherche à éviter. Ben là, ça a un impact concret sur notre conception d'interface. Donc en 2010, il étudie la culture arabe dont les résultats sont les suivants. Distance hiérarchique élevée. Donc les inégalités sont attendues et souhaitées. Quand je dis souhaité, c'est inconscient évidemment, et c'est accepté. Les membres disposant de moins de pouvoir acceptent leurs conditions et le respectent. Le père est au sommet de cette pyramide, un père autoritaire et plein de respect. Masculinité, les valeurs dominantes sont la compétitivité, la réussite, l'ambition et la richesse. Et les sociétés sont majoritairement leadées par des hommes. Collectivisme, donc on l'a vu tout à l'heure dans les exemples, hein, mais la famille et les communautés sont très importantes. Les relations avec la famille, les amis, les voisins sont cruciales. On le voit moins dans les pays développés, dans les grandes villes, mais le voisin, l'invité a une place prépondérante et dans certaines cultures, l'hôte quitte son domicile pour laisser la personne qui le reçoit profiter du domicile. Degré d'évitement de l'incertitude élevé, donc préférence pour les méthodes anciennes et traditionnelles résistantes à l'innovation. L'accompagnement au changement, il doit se faire de manière très soutenue. Les situations non familières sont à risque parce qu'il peut y avoir un rejet. Donc ça, c'est important. Et l'orientation court terme non étudiée par OFCE2. Donc on n'a pas d'études là-dessus. La signification des couleurs dans la langue arabe. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas de convergence forte envers ces couleurs-là. Majoritairement, les couleurs qu'on va aborder, ça va. Donc, sont le rouge, le noir, le vert et le blanc. C'est souvent les couleurs qu'on retrouve dans les drapeaux de ces pays-là. On retrouve les couleurs dans la plupart des drapeaux, encore une fois. Donc le noir est généralement associé à la malfaisance et à la saleté, alors que dans les pays chiites, le noir, c'est une couleur qui est forte et qui est appréciée. Il signifie l'élégance lorsque les personnes, hommes et femmes, portent les habits traditionnels de couleur noire. Donc là, on voit malfaisance, mais d'un autre côté, on voit aussi l'élégance. Il est synonyme de richesse et de puissance. Référence au pétrole, nommé l'or noir. Peut-être pas en Tunisie, hein, on n'a pas beaucoup de pétrole là-bas. Le blanc est associé aux éléments de la nature, nuages, coton. Il représente la propreté, la pureté et la paix. C'est aussi la couleur du linceul dans lequel sont enterrés les morts. Les morts sont enterrés dans un linceul et non dans des cercueils. Et les linceuls sont blancs. Le rouge, alors, il fait référence au danger. Il s'agit de la couleur du sang. C'est cependant la couleur de l'amour. Le rouge, c'est une couleur qui est très forte, qu'on distingue fortement, et effectivement qui est connotée à l'ostentation aussi. Donc le rouge se dose avec parcimonie, mais globalement, un sens interdit ou un stop, c'est rouge dans n'importe quel pays du monde, je pense. Donc le rouge, c'est aussi la couleur de l'alerte et du danger. Le jaune est associé au soleil, et c'est la couleur de la terre arabe du désert. L'orange, il n'y a pas eu d'études, mais il n'y a pas eu de contre-indication quant à l'utilisation de la couleur. Et on voit que le jaune et l'orange, il n'y a pas de consensus marqué. Il n'y a pas beaucoup de différence finalement. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais finalement, c'est la somme des petits détails qu'on va prendre en compte qui fait que ça matche ou que ça ne matche pas. Donc oui, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Alors je vais vous donner un autre exemple, mais celui-ci, il est encore en cours, c'est-à-dire que le projet n'a pas encore été mis en œuvre. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous le présenter, en tout cas sur des slides, mais à l'oral. On a travaillé on avait un client qui voulait refaire son site. C'était un site qui est très connu, qui est la documentation française et service public. Pas service public, pardon, vie publique, excusez-moi, qui voulaient fusionner leur site et toucher une audience plus large. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a demandé de faire une étude et d'identifier une cible, la cible qu'eux souhaitaient, pour toucher cette cible-là et rajeunir un peu la cible. Aujourd'hui, les utilisateurs des sites dont je vais vous parler sont plutôt des CSP+, donc des cadres, Bac+5, des chercheurs, des économistes, des avocats. Et eux voulaient
rajeunir la cible en allant chercher des étudiants, des lycéens et puis des catégories socio-professionnelles un peu moins élevées. Donc nous, on a cherché à interviewer, comprendre les usages, les attentes, les stratégies d'accès à l'information de ces deux cibles-là. Et finalement, il y a deux choses qui sont ressorties. Une chose qu'on a pu vérifier et une autre non. La première chose qu'on a cherché à identifier, c'est que la génération avait un vrai impact dans la conception du site. C'est-à-dire que les moins de 35 ans, je caricature un tout petit peu, consomment de l'information push. C'est-à-dire que l'information est remontée. Ils ne vont pas chercher l'info. C'est Snapchat, Twitter, Facebook notamment qui remontent l'information et eux vont la consommer comme elle arrive. Et il y a les plus de 35 ans qui eux vont consommer de l'information pool, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'information, ils vont la comparer, ils vont la croiser et ils vont se faire un avis. Tout ça pour dire que déjà on avait une différence générationnelle, donc c'est vraiment de l'interculturel au sein de notre propre pays, sur l'âge et la stratégie d'accès à l'information et de consommation de l'information. Ça c'est un premier aspect qui était important et déterminant. Et le deuxième aspect, on s'est dit, est-ce que faire des interviews ou des sondages auprès de la population d'Île-de-France, c'est pertinent? Autrement dit, est-ce qu'en province, on a les mêmes usages, les mêmes pratiques en termes de consommation d'informations, en termes de navigation? Ou est-ce que nous, finalement, en Île-de-France, on n'est pas trop à l'aise avec ces technologies-là? Est-ce qu'on n'est pas trop technophile? Et du coup, on en oublie les gens qui le sont moins. Et du coup, on s'est posé la question, mais comme on avait un échantillon qui était trop restreint, on n'a pas pu déterminer de poids significatif dans cette deuxième recommandation. Mais en tous les cas, on a vu que l'âge était un critère déterminant dans la conception de ce nouveau site. Et du coup, on a proposé des contenus qui étaient adaptés et pertinents pour ces gens-là. Donc c'est important. Un autre exemple, avant de passer aux questions-réponses, c'était quel site, s'il vous plaît? La documentation française et vie publique. En fait, c'est une entité qu'on appelle, qui est rattachée au cabinet du Premier ministre et qui a comme mission d'informer le citoyen. Donc c'est un site d'information citoyenne et pas un site d'information comme Le Monde ou Yahoo Actualité. Donc, et eux, ils commencent à avoir des sites qui sont vieillots, qui ne sont plus adaptés aux usages. Ils ont des souhaits d'audience qui sont plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, la question, c'est comment vous nous conseillez pour atteindre nos objectifs. C'était ça le challenge que CGI a eu. Et donc, dernier retour d'expérience, on nous a demandé, il y a quelques mois, de repenser l'expérience de contrôle aux frontières. Aujourd'hui, on a un pays extrêmement touristique. On reçoit des touristes du monde entier, des touristes européens, des touristes asiatiques, des touristes arabes, des touristes américains aussi, qui ont des spécificités qui leur sont propres. Et du coup, on nous a demandé de faire en sorte que quand ils arrivent à l'aéroport, ils comprennent parfaitement ce qu'ils doivent faire, qu'ils aillent échanger avec le garde-frontière, qui est un policier, clairement le garde-frontière, et qu'ils se comprennent entre eux. Donc il y a eu vraiment ce vrai challenge, comment nous on répond à cet objectif-là. Donc on a essayé de comprendre quelles étaient les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il fallait faire, en termes de signalétique, en termes de design, en termes de parcours, en termes de consignes et en termes de solutions. En termes de solutions, on commence à avoir des solutions qui marchent plutôt bien, comme de la reconnaissance automatique de la langue, c'est-à-dire que vous dites bonjour dans votre langue, le système reconnaît, il traduit automatiquement entre vous et le garde-frontière. Donc on voit que la technologie peut nous aider. Ensuite, on s'est dit d'un point de vue picto, est-ce qu'on met des pictos, est-ce qu'on met des écrans dynamiques où on traduit en plusieurs langues? Qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie d'accompagnement et de guidage de l'utilisateur pour qu'il réussisse finalement à se mouvoir facilement dans les lieux de contrôle. Sachant que l'aéroport, c'est un lieu qui est anxiogène, on a nos bagages, on a le billet d'avion, l'avion qui va partir, on a le contrôle de police, on a toujours peur qu'il y ait un souci. Donc on prend en compte aussi l'état psychologique du voyageur, ses barrières de langue, barrières culturelles, et puis on essaye de faire en sorte que ça matche bien. Donc on a étudié la technologie, dans quelle mesure elle pouvait nous aider.
on a étudié le design, on a étudié l'ergonomie pour proposer une solution qui matche avec une population aussi riche d'un point de vue diversité. On a pensé à plein de solutions qui pouvaient matcher. Par exemple, vous prenez le passeport, je scanne le passeport, le logiciel reconnaît que c'est un passeport anglais, l'interface côté voyageur est traduite automatiquement en anglais. Je reconnais un passeport en arabe, hop, c'est traduit en arabe. Mais parfois, on a vu qu'on pouvait avoir des Américains, des gens avec des passeports américains, mais qui parlent mexicain parce que finalement, c'est des gens... Donc ça ne marche pas tout le temps. Donc on a vraiment essayé de comprendre à chaque fois comment on pouvait apporter la meilleure réponse et la meilleure solution à un public extrêmement hétérogène. On a pensé aux personnes en situation de handicap aussi, comment j'échange avec est-ce qu'on prend en compte le langage des signes ou pas, mais on essaie vraiment de rayonner très large et finalement de toucher la population la plus large possible. Donc là, je vous ai donné donc 3 exemples. Un exemple finalement entre les pays arabes et la France. Un exemple où on est au sein de notre propre pays, jeune, vieux, en tout cas plus de 35 ans, et province et grande ville. Et puis un exemple mondial où on est dans le contexte aéroportuaire, en tout cas de contrôle aux frontières. Et là, c'est des projets qu'on a eus et qu'on a accompagnés, dans lesquels on a fait des recos et qui nous a touchés, qui nous touchent au quotidien. Merci.